Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jacques Cravale pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Madame la présidente, madame la ministre, madame la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, je ne l'ai pas vu, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les députés, chers collègues, la proposition de loi que nous allons examiner pour la deuxième lecture dans notre hémicycle cet après-midi concerne un sujet particulièrement technique et mouvant, la régulation juridique du trait de côte. Le trait de côte, pour les non-spécialistes du littoral comme moi, c'est ce qu'on pourrait définir en termes courants la limite entre la terre et la mer dans des conditions de marée météorologiques habituelles. Pour notre valeureuse rapporteure, Pascale Got, ce sujet n'a plus aucun secret. Et au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à la féliciter chaleureusement pour son travail législatif remarquable en amont et puis au cours des deux lectures à l'Assemblée. Si nous sommes perpétuellement confrontés dans notre mission de législateur à de nombreux écueils, celui de la rédaction des normes pour encadrer juridiquement des sujets qui évoluent rapidement dans un monde qui lui-même ne cesse de se transformer est probablement celui qui progresse le plus. Pour ne prendre qu'un seul exemple, la révolution numérique pourrait être comparée à un torrent qui emporte tout sur son passage et que le législateur tente d'endiguer. Toutes les lois qui ont tenté d'édifier des barrages à ce torrent se sont faites déborder et ont pris la marée. Loi DADVSI, loi Hadopi, ont été appelées des lois titaniques. Elles ont sombré. Elles ont pris la marée car elles tentaient de fixer des normes fixes et immuables à un torrent numérique, un torrent qu'il conviendrait d'essayer de réguler et de canaliser avec plus d'humilité et de fluidité. Pour l'édiction des normes sur le trait de côte, nous sommes dans une situation similaire. Il s'agit de réguler ce qui ne cesse de fluctuer. Comme le disent les juristes, le trait de côte n'est régulier ni dans sa forme ni dans sa structure. Et on peut différencier deux types de côtes, deux catégories. La côte d'érosion, les falaises rocheuses par exemple, les côtes d'accumulation, c'est-à-dire le fruit de la sédimentation ou de l'activité d'organismes vivants, plages, dunes ou récifs coralliens. Si les côtes d'érosion ne peuvent que reculer sous l'effet des phénomènes d'érosion, les côtes d'accumulation, elles, peuvent aussi avancer par phénomène d'accumulation ou d'excrétion. Côte, dune, plage, récif corallien, séparation frontière entre la mer et la terre et la mer, voilà des images qui inspirent des rêveries et des promenades mentales, des thèmes et des images que les poètes explorent. Alors avant, rassurez-vous, d'entrer dans une analyse plus juridique des enjeux de la proposition de loi, vous me permettrez de profiter de cette tribune pour en citer quelques vers qui ne doivent rien à La Fontaine pour l'instant. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Bien sûr, Baudelaire. Le poète invite l'homme libre à chérir la mer fascinante par son infinitude, la mer à notre image, miroir où l'homme regarde son double, comme un frère à la fois jumeau et ennemi, la mer où l'homme regarde son double comme l'infini toujours possible de sa liberté. Pourtant, aussi transcendante que soit la musicalité ou le symbole, la science, les variations climatiques, le développement des transports, comme l'exploitation des ressources, nous inciteraient de contredire aujourd'hui le poète. La mer, toujours recommencer, de Paul Valéry n'est probablement plus. L'infini, l'inépuisabilité des ressources, comme la pérennité des libertés marines, on peut être juste au temps de Baudelaire ou de Valéry. Des temps pas si lointains sont désormais dépassés. La mer n'est plus recommencée, les ressources halieutiques s'amenuisent, les pollutions s'aggravent et les changements climatiques bouleversent les frontières connues ou reconnues. Dans ce contexte, la protection de l'environnement maritime apparaît comme un moyen relativement accessible pour un pays comme le nôtre de protéger notre bien tout en affirmant notre droit. Une grande partie de nos espaces maritimes se situe dans nos outre-mer et je salue les députés élus sur ces territoires présents aujourd'hui.
Cette proposition de loi, dont l'examen touche à sa fin, est le fruit d'une longue réflexion qui s'est cristallisée en 2009 lors du Grenelle de la mer, avant de se prolonger par des rapports, dont le rapport du député Alain Cousin en 2011, intitulé « Proposition pour une stratégie nationale de gestion du trait de côte, du recul stratégique et de la défense contre la mer partagée entre l'État et les collectivités territoriales ». Ensuite, depuis 2012, le gouvernement a beaucoup travaillé. Les parlementaires se sont mobilisés. Et en janvier 2015, le Comité national de suivi pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, dit comité stratégique, présidé par notre rapporteure Chantal Barthelot, a été installé et je la salue. Des obstacles s'opposant à la mise en œuvre du repli stratégique par ou pour les communes ont été identifiés. En effet, parmi les principaux objectifs poursuivis par cette proposition de loi consiste en premier lieu la levée des obstacles qui s'opposent à la prise en considération du recul du trait de côte, l'étude de la temporalité propre au phénomène, ainsi que les risques et conséquences qu'il présente pour l'aménagement du territoire. Ensuite, la proposition de loi vise à donner les premières orientations législatives afin de déterminer un cadre opérationnel à l'intention des collectivités locales. Il s'agit des premiers outils qui devront d'ailleurs être complétés par la suite. Le recul du trait de côte a des implications multiples sur les problématiques d'urbanisme littoral, d'aménagement du territoire, de gestion des écosystèmes côtiers, de prévention des risques et de gestion du domaine public maritime. Il s'agit aussi d'un sujet éminemment politique, significatif, sur lequel nous devons avancer ensemble, de façon pragmatique, sans multiplier les contraintes juridiques pour les collectivités et les acteurs socio-professionnels, mais pour prévenir un risque réel. Je pense à la fable « Le torrent et la rivière » de Jean de La Fontaine, dont la morale est finalement de se méfier de l'eau qui dort. L'enjeu autour de l'érosion des littoraux nous est souvent invisible. Nous avons tous, et ça a été rappelé tout à l'heure, en mémoire les drames provoqués par la tempête Xynthia en février 2010, à La Faute-sur-Mer et dans d'autres communes. Il est de notre devoir de prévenir autant que faire se peut de tels phénomènes. Et puis, ne pas oublier qu'en un siècle, le niveau de mer pourrait augmenter de 26 à 55 cm selon les estimations. À ce jour, 24% du littoral métropolitain subit une érosion et 23% des terres urbanisées sont situées à moins de 250 mètres des côtes. Dans l'hypothèse catastrophique d'une fonte des banquises, on parle même d'une augmentation qui pourrait atteindre 7 mètres. Nous savons donc que nous allons devoir nous adapter en permanence. Pour cette deuxième lecture, nous soutenons le rétablissement des avancées que le Sénat n'avait pas retenues, notamment la reconnaissance des stratégies locales et l'information du public. Ce sont des outils indispensables. Tout comme la loi littorale de janvier 1986, qui n'est pas modifiée par le présent texte, c'est une proposition de loi de compromis que les députés du groupe de RDP soutiendront. Comme le disait déjà en 1986 un des plus grands experts français du littoral, au nom prédestiné, Alain Miossec, il est quasiment impossible de fixer dans le marbre de la loi les éléments par définition mobiles, les plages, les dunes, les vasières. Nous voudrons donc cette proposition de loi avec l'humilité qu'il convient d'avoir lorsque l'on légifère sur ce type de sujet, c'est-à-dire en gardant à l'esprit que cette législation est comme la mer de Paul Valéry, nécessairement appelée à être toujours recommencée. Je vous remercie. Merci, monsieur.